Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce qu'on a un invité du monde de la méditation qui est Mathieu Brégégère de l'école de méditation de Fabrice Midal. C'est ça à Paris? Exactement, oui. Voilà. Et donc bienvenue dans ce jardin pédagogique où on pratique la méditation en acte. Oui. Hein, on expérimente tout en travaillant un magnifique jardin dans une école. Donc effectivement, c'est très bien que tu sois là parce que tu es éducateur, je crois. Oui, éducateur spécialisé de formation, oui. Voilà, et dans les quartiers aussi. Voilà, j'ai travaillé 7 ans comme éducateur de rue à Gennevilliers. Voilà, et donc du sud-ouest. Aussi, mes origines, j'habite à Paris. Ouais. C'est là que j'ai commencé à travailler avec mon diplôme d'éducateur, mais je viens du sud-ouest et on s'est rendu compte qu'on était né même dans... Qu'on est né à Villeneuve-sur-Lot. Mais pas en même temps, tu es un peu plus jeune que moi. Voilà. Mais bon, il y a le temps, l'espace, tout ça, c'est pas trop, quoi. Et donc bienvenue, et pour te dire que bon, là on vient de faire une petite session de méditation ce matin, oui. avec des gens du milieu de l'éducation, oui. des jeunes, voilà, on était quelques-uns pour lancer oui. ces premières sessions de formation des animateurs qu'on dit environnement ou oui. éducateurs à l'environnement. Parce que souvent, ça tu pourras nous en parler, on voit ça, on propose des choses d'une manière technicienne. Oui. Et nous, on n'est pas vraiment des techniciens, on est plutôt des poètes de l'animation, des poètes de l'éducation. Et donc, la question pour la formation, pour moi ici, pour transmettre une expérience, dans le sens de transmettre un vécu, ça passe par l'expérience, mais aussi de cultiver. On peut parler de culture aussi, hein, c'est clair. De cultiver un état d'être de l'éducateur ou de l'animateur. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé ma formation d'éducateur spécialisé, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment peu à peu, et beaucoup d'anciens me disaient que ça avait pas mal évolué, comment petit à petit la formation est devenue une formation très technique. Et même on parle de devenir des techniciens de la relation. Moi, ça m'a toujours un petit peu gêné. Et quand j'ai rencontré la méditation, c'était plus tard, après ma formation d'éducateur, quand j'étais devenu éducateur de rue, que j'ai rencontré l'école de méditation, le travail de Fabrice Midal. J'ai senti que cette intuition que j'avais au départ était juste, en fait, qu'au fond, pour accompagner des personnes en difficulté, que ce soit des jeunes, des adultes, des enfants, ce qui était le plus important, c'est pas qu'on avait les meilleures techniques pour savoir comment réagir dans telle situation, c'était plutôt qu'on ait développé une forme de qualité de présence, de rapport aussi à sa propre vulnérabilité, à son propre cœur, et que c'était cette manière, ce travail qu'on avait pu faire pour se rencontrer vraiment, qui permettait d'établir une relation de vérité avec la personne qu'on accompagne, et que ça changeait complètement tout. Et puis voilà, je t'ai rencontré Laurent, j'ai vu le travail que tu faisais dans les jardins, qui est pour moi au départ pas quelque chose de familier, et j'ai vu au final que ce que tu fais, c'est exactement ça. Au-delà de la technique, de savoir comment on doit faire pour faire pousser une fleur, ou comment créer un jardin comme ça dans une école, ce que tu as toi et ce que je vois qui marche avec les jeunes de quartier que tu accompagnes dans cette dimension, c'est ta présence, c'est la manière dont tu les aides à être en rapport avec le vivant, et pour moi ça change tout. Et quand on a eu cette idée de se dire, voilà, on a envie de créer, pourquoi pas, un mouvement, une formation autour de cet engouement qu'il y a autour de l'environnement, que les éducateurs, les futurs éducateurs animateurs de l'environnement, ce qui était le plus important, c'est de les aider avant d'acquérir une technique, plutôt une manière d'être, en fait, une manière d'être au monde, une manière d'être relié à la présence, et que c'est ça qui était le plus essentiel. Alors je vois aussi, il faut que je précise quand même que le fait qu'il soit là, c'est que ça a été, c'est un projet qui est porté par la, je ne sais plus comment on appelle maintenant, ça a changé de nom, mais la direction départementale de la cohésion sociale. Donc dans le cadre d'un projet d'éducation à la paix. Ah, oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pu te faire venir. Oui. On a fait ça pendant
le Covid en visio. Ouais. On a fait plusieurs séances et on a vraiment eu envie d'en faire une séance en présentiel. C'est pas du tout les mêmes personnes. Non. Il y en a une ou deux, Ouais. mais bon, c'est quand même mieux en présentiel. Ouais, ça change tout. Ouais, je pense pas que ça a trop d'avenir. C'est sympa la vidéo, mais bon, c'est quand même le vrai, c'est quand même mieux. C'est vraiment un plaisir de t'avoir là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à apporter. Alors par exemple, ce qui est important, c'est de parler. Parce que il y a des gens qui sont sceptiques sur la laïcité. Comment on pourrait pratiquer une pratique spirituelle d'une manière laïque. Ah oui, je Vous comprends. travaillez beaucoup là-dessus. Oui, c'est vrai que dans l'école de méditation, il y a vraiment cette idée qui a été menée par la dynamique du parcours de Fabrice Midal, qui est philosophe aussi, donc qui a vraiment étudié l'Occident, qui est artiste et donc qui a vraiment été formé aussi par des artistes occidentaux, de vraiment s'appuyer sur cette pratique millénaire qui est la méditation, de garder contact aussi avec ce qu'elle a à nous dire en termes de tradition originelle, sans pour autant l'en transformer en une nouvelle pratique qui serait une forme de religion où il faudrait croire quelque chose. Et du coup, dans l'école de méditation, il y a vraiment cette dimension de laïcité. Et laïcité, donc c'est ça. C'est vraiment le premier point, je crois, de la laïcité, c'est qu'il n'y a rien à croire. Tout le monde peut pratiquer, il n'y a pas besoin de croire quelque chose mais qu'on ne peut pas faire soi-même l'expérience. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré parce que moi aussi, quand je suis arrivé dans la méditation, c'était il y a 11 ans, j'avais quelques craintes. Je me disais, mais c'est quoi cette école? Est-ce qu'on va me demander de faire des choses particulières? Et non, en fait, on me disait, non, il n'y a rien à croire. Il y a des enseignements qui vont être donnés, mais à partir de ces enseignements, expérimente par toi-même. Vois par toi-même ce que ça fait dans ta pratique. Expérimente par ton corps, par tes sens. Et du coup, ça donnait une vraie liberté. Donc il y a cette liberté qui est, je pense, un des principes de la laïcité. Et puis le deuxième point de la laïcité qui est important dans cette école, c'est qu'elle est ouverte à toutes, à des gens qui croient, qui ont une religion, qui croient en Dieu, et des gens qui ne croient pas. Et c'est cette ouverture qui a fait que, au fil du développement de l'école de méditation et de la méditation elle-même, moi-même qui me suis formé aujourd'hui, je peux transmettre cette pratique dans des écoles, enfin moi c'est plutôt des collèges, dans des lycées, à l'éducation nationale, je travaille avec énormément de monde. Donc c'est possible aujourd'hui de pratiquer la méditation de manière complètement laïque. Il y a une deuxième question que j'aimerais bien te poser, Mathieu, c'est en quoi l'expérience du Covid, par exemple, on voit bien qu'on a du mal à changer nos modes de vie. Et je voudrais savoir, pour toi, en quoi la méditation peut apporter quelque chose dans une transformation de ce monde et des enjeux qui sont là aujourd'hui. Est-ce que ça... Alors je sais que, par exemple, Fabrice parle vraiment, il dénonce le capitalisme psychique, par exemple. Ouais. En quoi la méditation, c'est pas du capitalisme chez vous, par exemple, Ouais. parce que Oui. on voit que sur les réseaux sociaux, on Oui, vend c'est des sûr. livres, tout ça. En quoi elle n'est pas capitaliste? Ça veut Mais- dire quoi ça? Ben Ça. justement, oui, c'est ça. L'enjeu, il est là. C'est vraiment aujourd'hui, on est dans un monde où tout ce qui est proposé est souvent instrumentalisé pour être utilisé dans une perspective capitaliste, clair, mais aussi capitalisme psychique dans l'idée de notre esprit, pour essayer d'être toujours plus performant, de rentrer dans cette sphère où il faut toujours être dans le rendement et la perfection. Et la méditation, qui est aujourd'hui vraiment un phénomène à la mode, qu'on voit partout, aujourd'hui même quand je parle de la méditation à des jeunes de quartier, ils ont entendu déjà parler, alors que peut-être il y a 10 ans, ils disaient c'est quoi ce truc? Donc c'est vraiment rentrer un peu dans la vie de l'Occident et de la France, et le problème qu'il y a eu, c'est que très vite elle a été instrumentalisée, utilisée pour faire de l'argent, pour rentrer dans des entreprises et vendre du rêve, parce qu'on peut gagner aujourd'hui, je l'avoue, beaucoup d'argent en méditant. Il suffit d'aller dans des entreprises. Grâce à la méditation, vos salariés sont moins stressés, vos salariés vont être plus performants, ben là ils sortent l'argent et on y va. Mais c'est pas ça que permet au fond de vivre la méditation, ça transforme plutôt concrètement notre attitude face à tout. Et moi ça m'a développé personnellement une plus grande sensibilité que j'avais déjà, mais ça l'a complètement, ça m'a permis de l'assumer. Et en assumant ma sensibilité complètement, j'ai été beaucoup plus en rapport avec le monde dans lequel j'étais, beaucoup plus une écoute, et ça me permet du coup d'avoir une
forme d'éthique, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de changer mes habitudes, mon rapport aux choses, mon rapport aux autres êtres humains, mon rapport à la nature et au vivant. Donc c'est sûr que la méditation dans la perspective de l'école et dans la vraie perspective de ce que peut nous proposer la méditation peut nous aider à retrouver des racines et à retrouver un engagement dans la vie, un engagement politique, humain, global en fait, notamment en rapport au vivant, comme ce que tu es en train de faire dans les jardins. Donc la méditation, c'est politique aussi. Ouais, c'est politique, tout à fait. Alors les jardins, d'ailleurs il y en a un autre qui disait ça, c'était Pierre Rabhi qui disait que le jardin, de faire un jardin, c'est un acte politique. Ah. Évidemment, mais tout dépend comment tu fais ton jardin. Évidemment, nous, on a ce rapport-là aussi au jardin, puisqu'on a un rapport idéologique dans notre comportement, notamment bon, le jardin, une ferme qui produit des légumes pour les habitants, etc. Il y a toujours des enjeux comme ça. D'ailleurs, même quand on parle de permaculture, ah oui, mais est-ce que ça va produire autant que... On parle toujours en termes d'argent. Voilà. Nous, c'est pas du tout ce genre de jardin qu'on fait ici. Vous voyez, tu vois autour, il y a un mélange, je crois que de tout. Il y a un équilibre qui se crée. Et la place il n'y a pas... Il n'y a pas le côté je vais bosser, il faut que ça rende, allez on va au travail maintenant dans ce jardin. Vraiment c'est... Et en même temps il est très très très... C'est ça qui est fou, c'est paradoxal. Voilà, petit à petit dans l'attitude, dans la même attitude qu'on a, alors c'est pour ça que je pourrais parler de méditation au jardin, c'est-à-dire dans l'attitude d'être, où tu t'adaptes à tout ce qui change, tu regardes où les choses prennent place. Et ça commence au bout d'un certain temps, quand tu es avec ça. Bien sûr, tu es un être humain, tout ne se fait pas, c'est pas sauvage. Ouais. Et l'être humain, on arrive, tu vois, on arrive. Là, j'observe que l'amande pousse, je la laisse pousser. Elle va se dessiner. Elle va dessiner un espace. Autour, on va y mettre un peu de broyat parce qu'on nous amène du broyat, donc ça nous fait une relation avec les gens qui travaillent tout autour, qui coupent les branches des arbres. Donc on va utiliser ce broyat. On va dessiner une place où la menthe elle va prendre la place qu'elle veut. Il n'y a rien qui est forcé. Ouais. Donc on ne dit pas ça, tu vas pousser là toi. Et puis pareil, il y a les variétés qui sont malades ici chaque année, on ne les met pas. Donc il y a ce travail, tu vois, d'adaptation. Et évidemment que pour faire un jardin de cette manière-là, pour animer un jardin de cette manière-là, la méditation, moi, m'a vraiment apporté à voir cet état de faire avec, d'apprendre à faire avec les choses et avec sa part d'imprévu, l'improvisation. Moi je parle beaucoup d'improvisation parce que je viens du milieu de l'improvisation, mais je crois que tu pourrais m'en parler un peu de cet imprévu aussi à travers ton école et ton parcours. Oui, et peut-être déjà, avant de parler de ça, dire que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est ça, on voit dans le rapport que tu établis avec les jardins que tu fais vivre avec les personnes que tu accompagnes dans ça, notamment dans cette école-là, c'est cette dimension d'écoute profonde de la situation. Et je crois que l'improvisation, elle peut venir de là. En fait, c'est pas l'improvisation comme ça sort pas de nulle part en fait l'improvisation. L'improvisation, en fait, il y a les deux choses. Ça demande une préparation. La préparation est toujours importante. Donc toi, je le vois, tu te prépares. Une imprégnation. Voilà, il y a une imprégnation, il y a un cadre, il y a une préparation. Et en même temps, avec ces repères, tu viens avec des repères dans ton jardin, et en même temps, tu te laisses complètement porter par la situation et par l'écoute. Et à partir de cette écoute, tu t'ajustes à la situation. Et ce que tu fais dans le jardin, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais notamment quand j'essaye de transmettre la pratique de la méditation de manière générale. C'est ce que m'a appris la méditation. C'est-à-dire que par exemple, là ce matin, ce qui s'est passé, c'est que j'avais préparé des enseignements, donc j'avais vraiment préparé, je m'étais très très bien préparé pour durer plus que la matinée. J'avais fait même plus que, parce que bon, je suis un peu comme ça aussi. Et puis après, donc ces repères ils sont importants parce qu'on a travaillé, ça permet de commencer quelque chose, ça permet de mettre un cadre. Et puis après, voilà, la méditation m'a permis de faire confiance à la situation, c'est-à-dire de ne pas rester, du coup j'ai préparé ça, donc il faut que je continue à aller dans mes notes, il faut que j'aille jusqu'au bout. Non, ça m'a dit, ah tiens, il y a des moments de questions, tiens, cette personne elle est intéressée par ça. Et du coup je m'ajuste, je me marie, j'épouse la situation et je vois
que ça permet de vivre un moment, là en tout cas d'humanité, très profond et très juste, qui correspond à ce qu'il fallait faire. Donc ça m'a donné beaucoup de confiance en fait, parce que souvent quand j'étais pris dans mes notes avant, un petit peu où je disais non, il faut que je continue mon cours jusqu'au bout, en fait c'est comme si j'avais un manque de confiance dans ce qui pouvait émerger du présent. Donc en fait je crois que la méditation elle nous apporte beaucoup de confiance et c'est ça qui nous permet cette grande écoute et cette capacité de s'ajuster. C'est vraiment ça le mot, c'est faire confiance. Faire confiance. Voilà. Alors pas confiance, la confiance en soi. Hein. Non. C'est pas un truc. Voilà, je suis confiant. Non, c'est vraiment une confiance à ce qui va devenir. C'est ça. Et même des fois des choses qui nous amène à manger les gars. même des fois des choses qui. On a des jardinières par contre. La confiance. Voilà, on intègre, on inclut les choses. Et alors, souvent, il y a des gens qui me disent « Ouh là là, ils arrivent ici, quel boulot !» Alors je leur dis « Mais j'avais pas que celui-là, il y en a un jardin ici, il y a un jardin en haut là-bas avec un restaurant. Après, il y a un jardin là. Tous ces jardins, mais comment vous faites En fait, je suis jamais épuisé. Parce que je m'adapte. Ouais. Et quand je suis un peu fatigué, je vais plus doucement, mais je me suis jamais épuisé parce que j'ai... C'est ça. Parce qu'il y a ce côté où il n'y a pas... Il y a vraiment... On est quand même... On n'est pas complètement à la chaille, c'est se foutre la paix en fait. Ouais. On n'est pas complètement à la chaille, genre je suis au jardin, tout pousse, c'est sauvage, de la nature. Et puis on n'est pas non plus dans... tu vois, il faut y aller dans la lutte presque. Là, il faut y aller là parce que, allez les gars, on désherbe et tout. Alors c'est bien parce que j'ai un apprenti africain. Depuis quelque temps, on a un apprenti africain. Il vient d'avoir ses papiers hier. Ah génial. Donc du coup, pour travailler avec nous, il est apprenti à Asparin. Et c'est bien parce qu'il est un peu comme ça lui naturellement. Je ne sais pas pourquoi. Il est africain. Alors j'aime bien parce qu'il a un certain lâcher prise lâcher prise dans ce sens-là, hein, pour moi, hein, pas de lâcher prise. Allez, je lâche prise, mais voilà. Donc de faire les choses de manière plus lachaille, quoi. Ouais. On dit lachaille ici. D'accord. Ça, c'est Ok, je connaissais pour pas. dire Ouais, à lachaille. Fabrice, il y a un mot ici, c'est Lachaille. lachaille. On est lachaille, quoi. Voilà, c'est comme se foutre la paix. Voilà. C'est un équilibre. On est là, entre, mais on est lachaille. Ouais. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et puis tu n'es pas épuisé. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est sûr, on s'épuise souvent quand on entre en lutte contre le réel. Et du coup, ça nous met dans une position où on se bat, on se débat presque. Et ça, c'est souvent épuisant. Et quand on s'ajuste, on s'accorde, au fond, le réel nous apporte son énergie aussi. C'est pas mon énergie, moi, qui dois faire face avec ma volonté qui va changer le réel. C'est le réel se nourrit de ce que je suis. Et donc, ça fait comme un mouvement, en fait, qui fait qu'on est peut-être moins épuisé, au fond. C'est ça, c'est assez juste. Et alors, un dernier point que j'aimerais parler avec toi, parce que nous, on en parle dans la tradition avec qui j'ai appris, c'était un maître vietnamien, Thich Nhat Hanh. Et lui, il parle de notions, il a changé le mot être, il appelle d'ailleurs son ordre, il a créé ça pendant la guerre du Vietnam, ça s'appelle l'ordre de l'inter-être, interbeing. Et vraiment, il y a cette notion que dans tout, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a toujours, il y a en soi, comme tu disais ce matin, on a tous la violence, on a tous l'opposé de la paix, on a tous, et de voir que les choses ne sont pas séparées, c'est que dans la beauté, il y a la laideur, et qu'on n'est pas dans des idéaux dans lesquels après on court, et que tout ça, que chaque chose interagit et est connectée à l'ensemble de l'univers. Ouais, c'est sûr. Alors au jardin, moi je travaille beaucoup sur ces choses-là, et en permaculture notamment, on apprend à mettre qu'une chose, elle peut en nourrir trois. Ah ouais. Et qu'elles se génèrent les unes les autres, elles vont ensemble. Et sans l'une, l'autre n'existe pas. Ouais. Donc par exemple, la fleur, comme souvent on prend cet exemple-là, la fleur, elle n'existe pas par elle-même. Tu enlèves une condition, oui. la fleur n'existe pas. Et donc on inter-est. Ah, c'est très juste. Et je ne sais pas comment, de quelle manière, vous abordez ça plus par la poésie chez vous. Je ne sais pas si tu as étudié un peu ce sujet-là, mais voilà. Ben oui, moi, Par la philosophie aussi, peut-être que par les chemins des
philosophes et tout ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est la poésie, je pense, qui manifeste le plus cette dimension que les choses ne sont pas séparées et que toutes les choses sont reliées et comme c'est cette interconnexion des choses. Et c'est très important parce que c'est vrai que nous, un peu dans l'histoire, et c'est là la philosophie nous aide, la philosophie dans l'école de méditation, elle nous permet de voir un peu comment les choses se sont structurées dans notre état d'esprit d'occidentaux. Qu'est-ce qui s'est structuré un petit peu? C'est une forme de dualité. Une dualité entre moi, personne, et Laurent, personne. Voilà. Il y a quelque chose d'une séparation, on est un peu isolé sur nous-mêmes. Ça, c'est vraiment l'histoire de la philosophie. Et puis entre moi, personne, et puis le vivant. Et donc du coup, c'est sûr, et en nous, il y a quelque chose de séparé entre mon esprit et mon corps. Enfin voilà, tout est séparé, tout est dans des cases. Et je crois que la méditation, ce qu'elle permet d'introduire en Occident, c'est de retrouver quelque chose qu'on sait tous intuitivement, au fond, que les choses ne sont pas séparées. Que c'est théoriquement qu'on sépare les choses, et ça nous aide des fois à avoir des repères, mais qu'au fond les choses sont reliées et interagissent de manière permanente et sont en mouvement permanent. Et moi ça a été très puissant dans ma vie pour m'aider déjà justement, ce que tu disais un petit peu au départ, à ne pas séparer en moi le bon Mathieu avec ses belles choses et le Mathieu qui des fois est à côté de la plaque, de plutôt les garder ensemble et comme tu disais, sans tristesse il n'y aurait pas de joie, sans joie il n'y a pas de tristesse, elles sont mêlées, elles sont interconnectées, les émotions qu'on dit aujourd'hui négatives et positives, ça n'existe pas, ça au fond tout est ensemble. Et donc ça permet déjà de se réconcilier, de faire la paix avec soi. Dans une société comme ça, où on est pris par une tyrannie où il faudrait être parfait, toujours bien, toujours cool. La méditation nous aide à accepter qu'il y a des moments où on est bien, on est dedans, et d'autres moments où on n'est pas du tout. Et ça change tout. Et donc voilà, je propose qu'on finisse sur ce mot d'apaisement. Ouais. Et effectivement, ici, la famille, elle est étendue aux papillons qui passent. Ouais. On le sent. À la tourterelle qui se pose, là, je ne la vois pas en ce moment, mais elle se pose et c'est notre compagnon qui nous dit c'est le seul qui reste là des heures et qui se part quand il y a du bruit. Donc je partirai donc sur cet apaisement avec tous les amis du jardin. Ouais. Et on va aller manger. Oui. Et on va continuer notre journée. Nos ateliers jardin, méditation aujourd'hui. Ça va être vraiment génial. Et donc on va finir sur un son de cloche. Avec grand plaisir. Donc on invite le son. Voilà le petit reportage avec Mathieu Brégère de l'école de méditation de Fabrice Midal. Une première. Ouais. C'est parti. Si vous avez aimé, likez. Merci Mathieu. Avec grand plaisir. Je te remercie Mathieu, tu es le bienvenu quand tu veux à Bayonne, quand tu veux revenir dans le sud-ouest, voilà. Avec grand tu as plaisir. une place parmi nous. Je sais. Voilà.